Les civilisations humaines les plus connues au monde ont vu le jour sur les berges des fleuves et des rivières. Plus de la moitié des fleuves les plus importants d'Asie provient du plateau Tsingrai-Tibet. Les montagnes et les glaciers enneigés stockent suffisamment d'eau douce pour alimenter plus d'1 milliard de personnes vivant en aval. Cet endroit recèle nombre de lacs et de sources chaudes magiques. Nourrie par l'eau, la puissance de la vie a décuplé. Dans le district de Pulan, à la frontière indo-chinoise, un groupe d'Indiens fatigués et excités a atteint la Chine en empruntant le col du mont Tiangla. Ils ont parcouru un long chemin depuis la plaine du Gange, à une altitude d'environ 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer, pour accomplir la mission de toute une vie. Ils avancent vers leur destination pleins d'enthousiasme. अपने यात्रा का मूल उद्देश्य है यात्रा का बर्तन लाना अपना घड़ा खुला रखो देखो सब प्रकृति क्या की है सब कुछ इतना सब कुछ संभालते हुए भगवान ने हमको यहाँ से लेके आए तो उनकी प्रकृति तो हमने अनुभव की Mont Kailash signifie montagne couverte de neige et joyau de la montagne de neige. Selon les légendes, il est le centre du monde, dans la religion bonne ainsi que l'hindouisme et le jaïnisme. Il représente également le paradis pour Shiva, une divinité hindoue populaire. Le mont Kailash est entouré par plus de 200 glaciers. L'eau de fonte se rassemble pour former 4 cours d'eau qui constituent les principales sources de plusieurs fleuves en Asie, dont le Yarlung Tsangpo, le Gange et l'Indus. Le mont Kailash est le dieu des montagnes enneigées et la source d'un grand nombre de cours d'eau. On raconte que les dieux se baignent dans le lac Manasarovar. L'eau du lac sacré peut purifier le cœur des impuretés et des soucis. Une cérémonie solennelle a lieu près du lac sacré. बहुत को खुद नसीब समझ रहे हैं हम आपको और दोबारा आना तो जरूर चाहेंगे और उनको गिफ्ट की तरफ मेरे तरफ से ये यात्रा मैंने उन्हें गिफ्ट की है ये. À la fin du voyage, la mission la plus importante de toute une vie est remplie. Au cours des dernières années, les gens ont commencé à s'intéresser aux sources des fleuves. Cette recherche est un moyen d'en apprendre davantage sur eux-mêmes. Les sources des fleuves ont fourni à la civilisation des éléments d'imagination féconds.
La rivière Lansang, venue de Tanggula, devient sinueuse après avoir traversé les monts Rangduan. Deux groupes ethniques vivent des deux côtés de la vallée. On trouve en amont le peuple tibétain et en aval le peuple Nasi. Alors que les Tibétains rendent hommage à Dieu, le peuple Nasi révère le Bouddha. Les deux ethnies, qui entretiennent des croyances différentes, vivent en harmonie. Deux types de sel sont fabriqués avec la même méthode. Le marais salant est soutenu par plus de 10 000 tiges de bois de cèdre, chacune imbibée d'eau saline. Les femmes connaissent la recette pour faire le sel. Sur le bord de la rivière, la nature offre de la saumure avec un sel riche. Le marais salant est fabriqué à partir de l'argile. La couleur du sel change avec les différentes couleurs de l'argile. Le sel blanc est produit dans la zone en amont et le sel rouge dans la région en aval. La lumière du soleil, le vent et l'eau produisent du sel de façon naturelle. Un marais salant produit du sel de catégorie supérieure, de catégorie moyenne et de troisième catégorie. Les femmes fabriquent le sel et les hommes le vendent. Des caravanes gravissent les montagnes Rangduan pour emporter leur sel. Ici, l'imagination humaine coopère avec la nature dans un environnement complexe. Des lamas venus faire des achats au temple Naiguo viennent d'acheter du sel dans un bazar. Même sans aucun autre condiment, les plats assaisonnés avec du sel produit dans le marais salant sont délicieux. Les moines ne sont pas les seuls à aimer le sel dans l'ancien temple. Dans la montagne, les animaux pourront profiter de leur petit déjeuner habituel, composé d'orge, de montagne et de sel. Beaucoup d'animaux établissent leur domicile ici.
Avant de se jeter dans le fleuve Yarlung Tsangpo, le fleuve Lhasa serpente à travers un petit village. Baima, un natif du village, sort un morceau de cuir de vache de la rivière. Voilà comment la population locale tanne le cuir. Baima a appelé plusieurs personnes à la rescousse pour coudre les morceaux de cuir sortis de l'eau afin de leur donner une forme particulière. Sans même tracer des lignes à l'avance, ils ont coupé le cuir par expérience. La peau de bovin est découpée en bandes qui sont utilisées pour rassembler entre eux les grands morceaux. Le cuir est mis en place à l'aide de quelques bâtons de saule et un bateau est construit sans aucun clou. Ceci est dû en grande partie à l'extrême flexibilité du cuir et aux charnières assurées par les bâtons. Frotter de l'huile de colza produite localement partout sur le bateau jusqu'à en imbiber le cuir et le bateau est terminé. Ce type de bateau que l'on nomme radeau en cuir était un outil de transport par voie d'eau important qui possède une histoire de plus de 1000 ans. Dans ce village appelé Dzunba, les radeaux en peau de vache sont utilisés pour rattraper des poissons. Une célébration accompagne toujours la construction d'un nouveau bateau. En raison de leur croyance, manger du poisson est un tabou pour la plupart des Tibétains. Néanmoins, l'unique village de pêcheurs a été établi sur les bases d'une tradition particulière. Un bateau est comme un tambour, incarnant la puissance des rivières. Zimbabwe nyasi dideshal tambo jushi tango yula nyasi mube pojonse jigi lukyu tone ene tando bodo nyasi yegi titi jungshal ne titi kasoda simye. Les nouveaux bateaux sont lancés, indiquant une autre activité de pêche. L'odeur familière met du baume au cœur des pêcheurs. 그배미도 시작하는데 냐데 심지에 안냐 코레야 소야칸이야 엔도라 시라와 냐디가 가인선다 미니 숨지지게 안에 디케게 사바서 칼이야 고주디케 오두 시제 냐도마 심지에 안에 오두 시제 디지고리 Les radeaux flottent sur l'eau en attendant que les poissons viennent se jeter dans le filet.
Les prises d'aujourd'hui seront vendues sur un marché aux poissons à Lhasa. Pour les habitants du plateau, chaque fleuve abrite à la fois des divinités et des poissons. Cependant, une rivière appelée Tunsu ne contient aucun poisson. Ces vieilles roues hydrauliques sont entraînées. Les légendes racontent que lorsqu'on prit la décision de construire des roues à aubes, les fonctionnaires interdirent d'introduire des poissons dans la rivière pour éviter d'endommager les installations et les vies. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas de poissons ici. À quoi servent ces roues hydrauliques qui furent l'objet de tant d'attention ? Tseugène Dorzi et son épouse vont couper une section de leur bois stocké régulièrement. Poussé par des roues à aubes, le bois de cèdre est transformé en pâte à bois. Après le séchage des briques en bois de cèdre, Tseugène Dorzi commence à concocter divers matériaux médicaux. Le cèdre est mélangé à la poudre médicinale. Ils sont entassés sur des fils à l'aide d'outils faits de cornes de bœuf. Il faut plus d'expérience pour réaliser la bonne forme du premier coup. Cet objet qui fleure bon le soleil et les rivières du plateau est de l'encens tibétain. L'encens tibétain est principalement utilisé pour vénérer et adorer les statues de Bouddha. Dangtsu Danzang, abbé du temple Minjulin, est aussi l'héritier des compétences de fabrication de l'encens tibétain pour le temple. La recette de l'encens tibétain est inconnue ici et ses applications sont très spéciales.
Il y a un ancien collège bouddhiste au temple et beaucoup de jeunes moines sont venus ici pour étudier. Ces moines testent leur sagesse à travers des débats passionnés. Au temple, les cours sont pleins. Mais il existe un cours qui leur permet de se détendre. Fabriquer de l'encens tibétain est considéré comme une activité extrascolaire. Chaque région possède son propre savoir pour fabriquer l'encens tibétain. Une fois prêt, l'encens doit être approuvé par les vieux moines avant d'être utilisé pour réciter les sutras et les bénédictions. Le lama Danzang est parti avec un seau. Dans le vent chargé de sable, il marche à travers une zone désertique pour chercher une sorte de sable spécial. Une montagne jouxtant le fleuve Yarlung Zangpo donne une pierre tendre. Le sable blanc amené au temple est teint en différentes couleurs qui revêtent des significations différentes. Après avoir brûlé de l'encens et récité les Écritures, les jeunes moines vont commencer à étudier le cours le plus important de l'année avec leur professeur. Sur le plancher de la salle, les fines lignes blanches forment progressivement un dessin sophistiqué avec des proportions précises. Des grains de sable colorés glissent du bout des doigts pour composer l'image présente dans l'esprit de tout le monde.
4 directions différentes, plus de 40 moines établissent avec soin un mystérieux bâtiment. Un bâtiment prend forme progressivement dans le sable fin. Il est appelé mandala dans le bouddhisme. Il est la demeure, la cité et le paradis des Bouddhas. On raconte que le Bouddha dessinait des images avec ses disciples de la même manière. Le monde coloré en face est composé de grains de sable. Le mandala, achevé, attend pour le futur festival Sakadawa. Le festival Sakadawa dure tout au long du mois d'avril selon le calendrier tibétain. Ce mois est dédié à la commémoration de la naissance du Bouddha, de son illumination et de son accession au nirvana. Les fidèles croient qu'ils pourront acquérir beaucoup plus de mérite et de vertu que d'habitude s'ils récitent les Écritures, font le bien et libèrent des animaux captifs durant ce mois. Au village, la plupart des poissons sont vendus sur un marché aux poissons à Lhasa. Ces jours-ci, les acheteurs sont venus nombreux. Une famille dans la ville a dépensé plus de 3000 yuan pour acheter du poisson qui est placé dans des sacs remplis d'oxygène. Maintenant, ils conduisent le long de la rivière Yarlung Zampo. Il s'arrête près d'une vaste zone d'eau et il libère le poisson tout en récitant les Écritures. Le jour le plus important du festival Sakadawa, les gens viennent au mandala, un bâton d'encens à la main, et attendent. Ils verront se transformer puis disparaître un magnifique monde de sable coloré. Même un travail minutieux peut être détruit avec facilité.
Après avoir été effacé, le mandala est toujours reconstruit. Maintenant, le sable est redevenu du sable. Voici une petite ville qui compte un peu plus de 1000 habitants. On dirait un hôpital. Âgé de 16 ans, Bahima, qui souffre d'ONTF, osténécrose de la tête fémorale, est venue à la ville car elle ne veut pas se marier boiteuse. Le médecin en service est Bassang, dont les prescriptions comprennent toujours des bains dans une source chaude. La légende raconte qu'un aigle blessé est tombé dans une source d'eau chaude, les ailes brisées. Après avoir séjourné dans l'eau pendant 7 jours, l'aigle a repris son vol miraculeusement. La source d'eau chaude est maintenant appelée source de l'aigle. Il y a 12 sources d'eau chaude différentes ici, chacune est censée traiter différentes maladies. Comme les gens et ces différentes sources, ces eaux sont devenues des réseaux sociaux. Bahima a rencontré beaucoup de gens ici et acquis une meilleure connaissance de la société. Certaines sources chaudes doivent frapper la roche avant de jaillir. Chaque jour, des gens arrivent d'ailleurs et d'autres partent. À l'extérieur de la source de l'Aigle ont été déposés de nombreux bâtons de marche. Bassang a longtemps voulu savoir pourquoi les sources chaudes sont d'une telle efficacité.
Il a donc prélevé des échantillons de ces piscines dans l'espoir d'apporter des explications scientifiques à leur fonction miraculeuse. Après avoir analysé ces échantillons, il a trouvé des substances minérales bénéfiques dans l'eau. Basang va souvent en montagne. Cet endroit est appelé vallée médicale. On y trouve certains matériaux nécessaires à la fabrication des médicaments tibétains. Ces matériaux pourraient avoir été développés sous l'influence des sources chaudes. Le docteur Basang a progressivement réalisé que l'environnement est la meilleure des thérapies. Ici, les gens ne se considèrent pas comme des patients. Ils prennent des bains, avalent des médicaments, bavardent et se prélassent au soleil. Ils participent à diverses activités récréatives et restent tout simplement assis. Ils sont nés dans la nature et guérissent dans la nature. Il y a plus de 600 sources chaudes au Tibet, mais toutes ne sont pas propices à la baignade. Dans cette région de géothermie, les sources fleurissent partout. La température des sources qui jaillissent à intervalles peut atteindre 90 degrés Celsius. Lamou, qui étudie dans une université à l'extérieur, rentre à la maison en vacances d'été. Ces derniers temps, quelque chose pesait sur son cœur. Les œufs cuits avec l'eau des sources chaudes sont tendres à l'intérieur et savoureux à l'extérieur. Les œufs que Lamou a fait bouillir aujourd'hui seront offerts à son bien-aimé. Sija, qui travaille dans le village, mènera les animaux paîtres dans la prairie aujourd'hui. Ja, Nobek. Ja, usually weg, ja, 못하지. Voilà, James. 조건하고 사실. 나딱 다시 가고 막 그렇게 도와서. Rotosi. 근데 Isaio. 셋. 셋. Trong hiện trường. Bon la me
Ils marchent lentement autour du lac sacré tout en priant au fond de leur cœur. L'amour entre eux se développe progressivement. Au loin se dressent les montagnes et les forêts. À proximité s'étend le clair lac Chuopu. Un seul cri va attirer le poisson en face. Si Zhao n'est pas doué pour exprimer ses sentiments. Soudain, il jette les papiers de bon augure dans l'air. Dans le cœur, les bons sentiments se développent rapidement, comme les forêts. La beauté des paysages de leur pays natal permet d'économiser beaucoup de mots.